Bonjour, c'est le 17 novembre 1869 que le canal de Suez fut inauguré en présence de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et de l'empereur d'Autriche François-Joseph. Pour célébrer l'événement, le compositeur Giuseppe Verdi, que vous entendez actuellement, écrira Aïda et il fera jouer son opéra 2 ans plus tard, en décembre 1871, dans le théâtre du Caire. L'idée est de relier les deux mers, Méditerranée et mer Rouge, jusqu'alors séparées par l'isthme, cette bande de terre de 150 km, n'était pas une idée neuve. À l'époque des pharaons déjà, Sésostris Ier avait réalisé la première voie d'eau reliant le Nil à la mer Rouge et malgré tout, les efforts de la reine Hatshepsut et du pharaon Séti Ier ne résistèrent pas longtemps devant le sable qui ensevelissait le canal. Bonaparte aussi fut intéressé par le projet, mais tout changea réellement avec les Saint-Simoniens qui croyaient en effet qu'un canal permettrait la paix dans le monde et contribuerait au mariage entre l'Orient et l'Occident. Il faut attendre cependant l'arrivée de Ferdinand de Lesseps et ses excellentes relations avec Mohamed Saïd pour que le projet puisse voir le jour. Pour parler avec nous en détail de la construction du canal de Suez, du contexte politique, des problèmes techniques, nous avons le plaisir de recevoir dans notre studio à l'Institut de France, monsieur Ahmed Youssef. Ahmed Youssef, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain, journaliste au prestigieux journal Al-Aram, journal égyptien. Vous travaillez à la rédaction de Paris, vous êtes correspondant donc à Paris. Vous êtes également professeur des universités, historien, spécialiste des relations entre la France et l'Égypte. Et vous avez publié d'ailleurs à ce sujet en 1998 aux éditions de l'Harmattan, La fascination de l'Égypte, un livre dans lequel vous passez en revue 8 siècles justement de relations entre la France et l'Égypte. Alors dans cette émission, nous allons nous restreindre à une toute petite portion de l'histoire qui lie justement ce pays au nôtre. Et ça commence en 1858 avec la fondation de la Compagnie du Canal, préalable pour réunir les fonds financiers nécessaires à la construction. Mais alors, on va commencer peut-être par un bout d'histoire et revenir justement sur cette idée de percer cet isthme qui était une idée millénaire. Déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, les pharaons avaient déjà cette idée-là. Ahmed Youssef. Oui, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de retrouver l'Institut de France. Quand je suis venu en France il y a quelques années pour faire une thèse de doctorat, j'ai fréquenté la bibliothèque Mazarine et j'ai découvert des documents très très importants sur l'histoire de l'Égypte et de la France. Vous savez, Ferdinand de Lesseps n'a pas inventé le canal de Suez. Le projet existait avant lui avec les Saint-Simoniens. Et avant les Saint-Simoniens, l'idée de creuser un canal reliant les deux mers, ou alors reliant la mer Rouge et le Nil, ou la mer Rouge et la Méditerranée à travers le Nil. Ce sont des idées qui existaient depuis le temps des pharaons, des Ptolémées particulièrement. On a même creusé certains canaux, le canal des Arabes, le canal des Ptolémées, etc. Donc, en fait, Lesseps est venu présenter un tout nouveau projet différent des canaux qui existaient avant lui. En quoi son projet était différent ? Oui, alors, ce qu'il a proposé, l'idée de percer un canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Pas à travers le Nil, ça veut dire pas faire un canal qui traverse le delta ou le désert, mais directement de la mer Rouge et la Méditerranée. Mais même cette idée n'était pas tout à fait neuve, puisque lorsque Bonaparte est venu en Égypte en 1798, déjà il avait l'intention de creuser un canal, mais même dans l'ordre qui lui a été donné par le directoire, et dans cet ordre-là, le projet de percer un canal figurait à la tête justement d'une série d'ordres militaires. Seulement, ce qui est drôle, c'est que l'ingénieur qui a accompagné Bonaparte a fait un rapport et il a dit à Bonaparte que malheureusement, si on creuse un canal entre les deux mers, eh bien, on risque d'inonder l'Égypte. Il pensait qu'il y avait une différence, c'est ça ? Différence de niveau, et que la mer Rouge est plus haute que la Méditerranée, et ben si on creuse là, on va inonder tout le pays. Cet ingénieur s'appelait le Père.
Alors, retenez bien ce nom parce qu'on va revenir vers lui après. Oui. Il s'appelle le père. Et du coup, Bonaparte a abandonné le projet. Alors, quelques années plus tard, disons 50 ans plus tard, donc de Lesseps présente le projet à Saïd Pacha et avec d'autres ingénieurs qui, eux, découvrent que les deux niveaux étaient presque équivalents et qu'il n'y avait pas vraiment de risque d'inondation. Et Ferdinand de Lesseps, je crois, s'appuie sur les travaux de Louis-Maurice Linon de Belfond, qui Oui. justement est un ingénieur français Oui. qui a travaillé au service de l'Égypte. Oui, alors, on l'appelle l'Inan B en Égypte. Ça veut dire le titre B, c'est un titre social comme seigneur aussi, ou monseigneur, ou quelque chose comme ça. Donc, l'Inan B, effectivement, était un Français qui travaillait au service de Mohamed Ali, comme il restait en Égypte 35 ans. Et c'était ce grand ingénieur qui avait déjà fait beaucoup de choses en Égypte avant l'arrivée de Lesseps. Il avait déjà construit le barrage du Caire, quelques écoles militaires, quelques hôpitaux, etc. Et c'est Linan qui a conduit une équipe, il ne l'a pas fait tout seul, une équipe d'ingénieurs internationaux, dont quelques Français, Autrichiens et même un Britannique. Et le travail de cette équipe donc a abouti à ce constat heureux, comme quoi nous pouvons percer un canal reliant les deux mers. Alors, Ferdinand de Lesseps, qu'est-ce qui fait qu'il a cette force de persuasion? C'est parce qu'il a d'excellentes relations avec Mohamed Saïd. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, lui, y arrive et pas les autres jusqu'alors? Ça, c'est une très très bonne histoire. Cette relation entre les deux hommes me fascine. Parce que de Lesseps est venu en Égypte un homme qui était en disgrâce, en quelque sorte, d'abord. Et après, il était relativement dans une sorte de misère, parce que il n'avait pas de travail, il n'avait pas d'argent, et être en disgrâce dans cette France de l'époque, c'était une chose pénible. Et après, troisièmement, ce Saïd Pacha en face de lui était donc le souverain égyptien, on l'appelait le vice-roi. Ce n'était pas tout à fait le roi, et ce n'était pas tout à fait un prince indépendant. Il dépendait de la Sublime Porte, de l'Empire ottoman. Donc deux hommes se croisent. L'un avait un semi-pouvoir, l'autre avait quelques idées. Ils se rencontrent, ils décident de faire cette aventure ensemble. C'était cette rencontre entre les deux hommes, en quelque sorte démunis. Mais il y a dedans une ancienne histoire, si vous me permettez de vous la raconter. Bien sûr, oui. Cette histoire qui est drôle, mais qui est réelle, au fait. Cette histoire de plat de macaroni. Oui, Mohamed Saïd avait des problèmes de poids, je crois, Oui. et en Oui. fait, son père lui imposait un régime strict et Oui. c'est Ferdinand de Lesseps qui lui apportait des macaronis, son plat préféré. Oui, en gros, c'est ça. Ça veut dire, on peut dire ça comme Mais ça. racontez-nous en détail. Mais alors, ce en petit- détail, mais très rapidement, ce que, au fait, de Lesseps était déjà venu en Égypte une fois en consul à Alexandrie. Il avait 30 ans à peu près. Et il va voir Mohamed Ali parce que Mohamed Ali connaissait son père, connaissait le père de Ferdinand. Il s'appelait Mathieu. Et Mathieu de Lesseps était le premier consul de France envoyé par Bonaparte au lendemain de départ de l'armée de Bonaparte. Bien. Donc, le jeune Ferdinand arrive dans la cour de Mohamed Ali. Mohamed Ali donc, lui propose ce poste d'être le précepteur de son fils Saïd Pacha. Comme vous venez de le dire, madame, ce que Saïd souffrait comme la majorité des Égyptiens, comme moi, de quelques problèmes de poids. Et Mohamed Ali était un pacha très autoritaire, interdit à son fils de manger toutes sortes de pâtisseries, de desserts, de pâtes, etc. Et notre de Lesseps cher à nous, le soir tard, lui apportait dans sa chambre, on faisait apporter dans sa chambre des plats de macaroni, donc à la napolitaine, ce qu'il aimait fort bien. Et voilà, donc le jeune prince appréciait bien évidemment. Des années plus tard, Il s'en est souvenu. oui, vous voyez comme quoi on n'oublie jamais ce genre de choses. Voilà, il paraît que cela a laissé un bon souvenir chez le prince et lorsque de Lesseps lui a proposé le projet, eh bien ça a été accordé immédiatement. Et donc le 30 novembre 1854 est signé ce qu'on appelle le firman qui lie donc les deux parties. En fait, c'est le premier acte de concession. C'est la concession, la première, parce qu'il y aura d'autres concessions après. Oui. Enfin, c'est donc la toute première concession paraphée donc par les deux hommes sous cette tente près d'Alexandrie. Cette nuit, de Lesseps dans son journal raconte un peu les quelques minutes qui ont précédé la rencontre. Il a vu dans le ciel une étoile qui passait avec une vitesse terrible et elle passait de l'Occident à l'Orient. Et pour lui, c'était un signe. Il se voyait dans cela, dans cette étoile qui passait de l'Occident à l'Orient, c'est le savoir,
le pouvoir de l'Occident arrivait à moderniser l'Orient. Donc il entre avec le cœur encouragé et il propose d'aider Saïd Pacha. Et alors ce projet de concession va être très rapidement, on va dire, ralenti par les Turcs et les Britanniques en fait. Il va y avoir quelques soucis qui vont se poser au fur et à mesure de cette aventure. Oui, tout à fait. D'abord parce que il faut le comprendre. D'abord les Britanniques. Alors, pour eux, de Lesseps, eh bien, c'était un retour de Français sur la table des pharaons. L'Égypte était quand même un pays très important pour la couronne britannique. Je vous rappelle que sur la carte, l'Égypte est située sur la route des Indes. Donc, si les Français reprennent encore une fois l'Égypte, ça veut dire que tout le projet et le ravitaillement de l'Empire, de Londres, risque d'être donc coupé par les Français. Et surtout, les Anglais n'en voulaient pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose pour les Anglais, c'est que pour eux, de Lesseps était lié par un lien de parenté avec l'impératrice Eugénie. Donc, les Anglais ne voyaient pas dans ce projet un simple projet industriel, mais plutôt tout un complot fomenté dans la cour de Paris, puisque c'est l'empereur qui est dedans, c'est l'impératrice qui est dedans. Et d'où donc toute l'objection ou toute la contestation britannique qui est survenue pendant les travaux. Après viendront les Ottomans. Alors ça, c'est autre chose. Les Ottomans, dont dépendait l'Égypte politiquement, nous voyaient très mal, d'abord, que les Français font ce projet sans l'accord des Anglais, d'abord. Deuxièmement, ils voyaient très mal, que Saïd Pacha signe la concession à son ami français sans revenir au sultan à Istanbul. Sans demander l'autorisation. L'autorisation. Il voyait surtout très mal que ce projet soit lancé avec des capitaux européens, pas avec de l'argent égyptien ou ottoman. Donc il y avait toutes ces objections. Je rajoute une dernière chose, que bien évidemment les réticences ottomanes étaient parfaitement alimentées par quelques complots de cour de la part des Anglais et des Autrichiens. Voilà. Donc, quelques petits soucis. Malgré tout, ce canal arrivera à terme, donc il sera inauguré. Et il y a aussi tout un contexte industriel, puisque au départ, ce sont des hommes qui vont creuser ce canal, et finalement, ça va se terminer par des machines. Mais là aussi, c'est peut-être aussi une histoire à raconter, c'est que les hommes qui ont creusé, il faut le savoir, c'est des gens en fait qui payaient leur impôt, je crois, en fait, en participant à la construction du canal. C'est une belle histoire. Parce que c'était la première fois dans l'histoire que la machine remplace les hommes. Depuis l'invention du train, jusque-là, ce sont des hommes qui travaillaient sur le chantier du canal. Malheureusement, les Anglais et les Ottomans, ça va dans la ligne donc de votre question précédente, ont suscité auprès de l'opinion publique internationale le problème de la corvée. Et ils ont prétendu que les Français et les Égyptiens obligent les paysans égyptiens à creuser le canal sous un système de corvée généralisé. Donc Napoléon III est intervenu, et après Londres, et après la Sublime Porte. C'était tout un débat, mais houleux parfois, dans les chancelleries et dans l'opinion publique en France. Et après, on décide donc d'embaucher des paysans, on arrête les travaux sur le chantier. Très rapidement, de Lesseps a eu cette idée formidable, donc de demander à ses amis français, ses ingénieurs en France, d'inventer une machine qui pourrait remplacer les hommes. Et après, quelques mois plus tard, on a reçu en Égypte les premières dragues qui inauguraient le temps industriel, le temps où la machine remplace vraiment l'homme. Et à partir de là, ce sont les machines qui ont continué le percement du canal. Et alors, concernant la main-d'œuvre qui était là-bas sur place, je crois savoir qu'il y avait aussi une organisation sociale très structurée qui faisait qu'il y avait des congés, des repos, choses qui à cette époque n'étaient pas encore admis, en tout cas, ou autorisées. Il y avait tout un statut qu'on appelle le statut des ouvriers, des indigènes, on l'appelait comme ça. Les statuts des indigènes, qui était effectivement fascinant, et moi je le trouve socialement parlant, il n'enviait en rien le plus merveilleux des statuts de Moscou au temps des soviets. C'était vraiment quelque chose de très très social, hein. Une protection globale pour la main d'œuvre, pour les paysans, qui, si vous voulez, il y avait de la corvée, ça va de soi, mais la situation du paysan égyptien à l'époque, dans son village, n'était pas meilleure non plus.
Il ne faut pas penser que sur le chantier, on pourrait faire mieux que dans le village lui-même. Alors, je vous propose de marquer une courte pause, Ahmed Youssef, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Focus, dédiée à la construction du canal de Suez. Suite de notre émission Focus en compagnie d'Ahmed Youssef. Ahmed Youssef, on vient de se quitter le long du canal de Suez. Nous arrivons en 1869 et l'inauguration de ce fameux canal, malgré tous les soucis qu'il y a pu avoir, donc 10 ans de construction, et avec les machines, donc l'inauguration possible de ce canal. Comment s'est passée cette inauguration? Est-ce qu'on a essayé d'y mettre une statue, par exemple? D'abord, vous imaginez bien que pour l'inauguration du canal, c'était un peu un rêve absolu dans le monde. C'est vraiment, là, on est au cœur du 19e siècle, le romantisme, les écrivains, les poètes, tout le monde parlait de ce rêve industriel réalisé enfin par les Français en Égypte et que le monde va retrouver. Donc, c'est une unité. Vous savez, on parle aujourd'hui du village planétaire. C'était vraiment le rêve du village planétaire avant terme. Et c'était vraiment ce que disaient les Saint-Simoniens, c'est-à-dire relier l'Orient et l'Occident? Absolument. C'était le rêve des Saint-Simoniens qui disaient un jour l'Orient se marier à l'Occident et que la Méditerranée sera le lit nuptial. C'est très beau. Et effectivement, c'était le rêve des Saint-Simoniens. Eh bien, les écrivains, des poètes, des musiciens, des compositeurs, on parlera peut-être d'Aïda tout à l'heure. Donc, cette inauguration a pris une dimension qui dépassait de loin l'acte diplomatique ou l'acte industriel en soi. C'était quelque chose qu'à partir de ce moment-là, qui a intéressé l'humanité tout entière. D'ailleurs, je vous rappelle que juste au lendemain de l'inauguration, la vraie démocratisation du voyage, pouvoir sortir et aller ailleurs, c'était grâce au canal de Suez. L'homme a senti, à partir de 1869, que ailleurs lui appartient aussi. Et l'agence Cook, qui a commencé à implanter partout en Égypte, en Orient et dans le monde des bureaux, on a commencé à renforcer avant les télégraphes. C'était seulement entre ministères. Maintenant, on installe les télégraphes pour les citoyens, pour les kidam. Et après, le service des postes. Vous savez, c'était une véritable révolution. Une véritable ouverture sur l'extérieur. Absolument. Pour les personnes lambda. À cela, je rajoute une chose. Que tout le faste très oriental, les 1000 nuits de l'inauguration du canal, a fasciné le monde entier. Ça a été un peu un retour vraiment aux 1000 nuits. On raconte beaucoup d'histoires là-dessus, mais tout le monde rêvait d'aller voir le canal de Suez. Tout le monde. Et après, il y avait des noms magiques dedans. Il y avait Bonaparte, il y avait Eugénie, il y avait Verdi, il y avait de Lesseps. Ces rêves, ça faisait rêver tout le monde. Et alors, il y avait aussi Bartholdi, ou pas? Ah si, alors il y avait Bartholdi, mais alors Bartholdi est venu très peu de temps après. Et lui, il avait visité l'Égypte 2 fois avant l'inauguration du canal, mais alors, on l'a évoqué tout à l'heure, ce que Bartholdi était fasciné par la grandeur, la démesure des statues égyptiennes. Eh bien, il rêvait de faire quelque chose inspiré de l'Égypte. Alors, il rencontre Ismaïl Pacha, parce qu'entre-temps, il faut le rappeler que Saïd, l'ami de Lesseps, était malheureusement mort à Alexandrie, et c'est donc son neveu Ismaïl qui prend le pouvoir en Égypte. Et donc, il croise dans le salon international de Paris Ismaïl Pacha, et c'est là qu'il a eu l'idée de faire une statue pour l'entrée sud, l'entrée de Suez, pour le canal de Suez. Alors, à quel moment va intervenir l'idée de créer une statue pour ce fameux canal? C'est de Lesseps, en fait, qui était à l'origine du projet. C'est de Lesseps qui a présenté Bartholdi à Ismaïl Pacha. La rencontre a eu lieu au Caire. Et de Lesseps a évoqué devant le Khedive, on l'appelait le Khedive, qu'il va falloir un jour, une fois le canal est inauguré, il va falloir mettre 2 statues, ériger 2 statues. Une à l'entrée sud, à Suez, sur la mer Rouge, et l'autre à l'entrée nord, sur la Méditerranée. Et le Khedive lui dit, mais alors ça sera, pour la Méditerranée, votre statue. Effectivement, plus tard, bien plus tard, on mettra la statue de Lesseps après. Mais alors pour la statue du Sud, c'est là que Bartholdi propose à Ismaïl Pacha donc de faire une statue inspirée de l'Égypte antique. Mais l'histoire est très longue, très compliquée. Et donc, il va imaginer la liberté incarnée par une femme. À l'origine, c'était pas la liberté, c'était la lumière.
En fait, il voulait, on a encore dans la maison natale de Bartholdi, à Colmar, en Alsace, on a encore la maquette que Ismail Pacha a choisie, où il a sa signature. On voit très bien qu'il s'agissait, en 1873, 4 ans après l'inauguration du canal, il s'agissait d'une très grande statue représentant une paysanne égyptienne avec une sorte de torche à la main et sous la statue, et il devait écrire « La lumière de l'Égypte illumine le monde ». C'était donc l'idée de départ. Et après, au cours de fabrication, d'autres changements sont venus sur la statue. Par exemple, il a remplacé la torche par une sorte de jarre. Et après, il a remis la torche pour les États-Unis après. Parce que voilà, c'est ce que, en fait, ça nous rappelle étrangement, quand vous parlez de cette fameuse statue, ça nous rappelle étrangement une statue, celle de New York, tout simplement la statue de la Liberté. Alors, justement, c'est elle. Justement, c'est elle. Voilà. Eh bien, au fait, malheureusement, entre-temps, Ismail Pacha avait fait une semi-commande parce qu'ils n'ont rien signé, mais il avait payé de l'argent pour financer la statue. Et donc, de Lesseps avait presque terminé la fabrication des statues à Paris, dans des ateliers à Paris. Mais entre-temps, les Anglais, on en a parlé tout à l'heure, les Anglais avaient réussi à déposer le Khedive Ismail. Ce qui a fait que Bartholdi se trouvait seul à Paris avec sa statue. Et bien donc, que faire avec une statue qui mesure, je sais pas, 300 mètres ou quelque chose, c'est énorme. Ah oui, que faire? Donc oui, c'est un problème. C'est en ce moment-là qu'un philosophe qui s'appelait Laboulaye était un grand philosophe très pro-américain qui proposait à Bartholdi d'offrir la statue au peuple américain à l'occasion du centenaire de la Révolution américaine. Vous savez très bien que cette révolution a été largement aidée par la France. Il y a Lafayette, il y a tout ça. Et donc, c'était, aux yeux de Laboulaye, un signe d'amitié du peuple français au peuple américain. Et c'était comme ça que l'Égypte a perdu la statue. Donc finalement, cette fameuse statue de la liberté qui incarne les États-Unis était initialement la statue qui représentait la lumière et qui devait figurer, en fait, qui devait avoir sa place. Je voudrais rajouter 2 choses, si vous me permettez. D'abord, cette idée de lumière, effectivement. Maintenant, on a la torche, n'est-ce pas? Eh bien, parce que la statue devait s'appeler « La lumière de l'Égypte illumine le monde ». Donc, comme on ne pouvait plus l'appeler « La lumière de l'Égypte », on a remplacé le mot « lumière » carrément par la torche. D'abord. Deuxièmement, les Américains eux-mêmes ne l'ont jamais nié. Ça veut dire, quand on va voir la statue, on voit très bien que sur le socle, il est écrit que la statue a été fabriquée initialement pour le canal de Suez. Alors, revenons à ce fameux canal de Suez, mais mine de rien, cette statue, c'est quand même très symbolique de toute cette histoire. Revenons donc à ce canal de Suez. Donc, on est en 1869, ça y est, le canal est inauguré, et entrent et sortent des bateaux. Et donc, l'Égypte va toucher à peu près 59% des bénéfices, et puis le reste revient aux actionnaires, donc européens. Et en 1875, il va se passer quelque chose de grave, de particulier. En fait, il y a une crise économique en Égypte et l'Égypte est obligée de vendre ses parts. Ah ben ça, c'est une histoire triste. Alors, je suis étonné que vous terminez notre émission par cette histoire. Oh, mais on va revenir après par autre chose. Mais si vous la terminez avec la musique de Verdi, ça pourrait peut-être arranger les choses. Au fait, en 1875, l'Égypte était affreusement endettée. Les travaux du canal, mais surtout aussi le coût de l'inauguration. Il ne s'agissait pas seulement du canal, mais Ismail avait un rêve. Il a lancé une phrase qu'on connaît très bien en Égypte. Il disait que l'Égypte ne faisait plus partie de l'Afrique, elle fait partie de l'Europe. Donc il voulait faire de la ville du Caire et d'Alexandrie des vraies villes européennes. Mais en plus, quand même, l'Égypte s'est beaucoup modernisée justement à cette période-là. Voilà. Et lui, il voulait donner un coup de pouce, mais alors un peu frénétique, en quelque sorte, à cette modernisation rapide avant l'inauguration du canal. Il voulait que ses invités européens, et notamment Eugénie, voient que le Caire et Alexandrie sont des villes européennes. Et si vous allez au Caire aujourd'hui, chère madame, vous allez trouver qu'il y a tout un centre-ville très haussmannien, très, très haussmannien. Alors, à Alexandrie, c'est une ville complètement haussmannienne. Enfin, plutôt avec des couleurs vénitiennes, vous voyez. Oui. Donc, tout ça, c'était Ismail Pacha. Il s'endettait pour pouvoir construire un opéra. L'opéra existe toujours. Construire un barrage au Caire, des hôpitaux, des rues, surtout toute la route qu'on appelle la route des pyramides, qui existe encore aujourd'hui.
C'est Ismail Pacha qui l'a construit. Donc toutes les infrastructures, en fait. Et alors, tout un palais pour l'impératrice Eugénie, tout un palais qui est aujourd'hui l'hôtel Marriott au Caire, tout un palais pour elle, et après un autre palais près d'Alexandrie, et après son propre palais à lui. Tout ça, bien évidemment, on peut l'imaginer, pour un pays comme l'Égypte, c'est très lourd sur les caisses de l'État égyptien. Du coup, il commençait à s'endetter, à demander de l'argent aux courtiers européens. Et après, en 1875, il était obligé de vendre petit à petit les actions de l'Égypte. Alors, l'acheteur, là, bien sûr, c'est donc la perfide Albion. Et bien, c'était l'Angleterre qui est venue donc acheter les actions du canal. Alors, c'est eux qui, au départ, avaient freiné des cas de fer pour que le canal soit construit. Finalement, c'est eux qui se retrouvent avec la majorité des actions, en fait, du canal de Suez. Ce qui a fait qu'ils possédaient financièrement le canal. Et après, bien évidemment, de Lesseps à l'époque a lancé des cris partout pour que la France et les Français, les industriels français, les Français achètent les actions. Et vous imaginez un peu qu'aujourd'hui, par exemple, le canal de Midi en France soit vendu aux Chinois, par exemple. Vous voyez, on entend parler parfois de quelques Japonais qui achètent des châteaux de la Loire. On est effrayé parce que c'est comme c'est le patrimoine. C'était la même chose. Les Anglais ont acheté le canal de Suez. On est à la barbe des Français et des Égyptiens. Alors justement, ça va, on va dire, déclencher un sentiment national. Et petit à petit, les Égyptiens vont vouloir reprendre leurs terres à juste titre. Le nationalisme égyptien a commencé justement avec cette vente ou cet achat d'actions. Parce que les Égyptiens se sont trouvés dans une situation bizarre. Le canal est chez eux, mais il n'y a plus d'argent qui entre dans les caisses égyptiennes de ce canal, et tout va en Angleterre et en France. Et la frustration la plus totale, c'est que malheureusement, ce que les Anglais ont occupé totalement l'Égypte en 1882. Alors non seulement les Anglais ont pris le canal, mais ils occupent le pays. Tout le nationalisme égyptien va commencer à partir de là. Ça veut dire le mouvement national égyptien qui visait à libérer le pays était très lié à l'histoire du canal de Suez. 12 ans avant la fin de la concession, puisque la concession devait durer 99 ans, effectivement, la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Eh bien, donc, je viens de vous dire que l'Angleterre a occupé l'Égypte. Tout le mouvement national égyptien, on s'entend, depuis 1882 jusqu'en 1956, cherchait à débarrasser l'Égypte des troupes britanniques. Et après, les Anglais, effectivement, évacuent le pays en 1954. Mais l'Égypte, qui se trouvait pour la première fois dans son histoire indépendante, demande de l'argent à la Banque mondiale pour financer le haut barrage d'Assouan. Sans entrer dans les détails, et on promet donc une aide financière, après on retire cette aide, et après Nasser, du coup, nationalise le canal. Pour pouvoir justement financer le barrage. La construction du barrage. Là, donc, les puissances à l'époque s'insurgent. Et donc cette guerre qu'on appelle ici la guerre de 56, la guerre de Suez, donc a eu malheureusement lieu, et que la France, l'Angleterre avec Israël ont attaqué l'Égypte au mois de novembre. Donc dans quelques jours, on va donc célébrer, je ne sais pas c'est le terme qu'il faut utiliser, commémorer si vous voulez, le cinquantenaire de cette guerre. Je voudrais vous dire que c'est un souvenir douloureux et pour l'Égypte et pour la France, mais je crois qu'on a su dans les dernières 50 années, surmonter le souvenir douloureux et ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Égypte et la France. Alors, justement, pour terminer sur une note positive, quand on va en Égypte, le canal de Suez, quelle image on en garde ? Moi, je ne suis pas encore allée en Égypte. Alors, est-ce que aller voir ce canal de Suez, c'est quelque chose de pharaonique, justement ? D'abord, voir ça, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est une voie d'eau en plein désert. Vous prenez la voiture et vous allez vers le canal, c'est le désert partout. Et après, d'un coup, il y a de l'eau. C'est le canal. Et après, d'un coup, il y a un chameau qui passe, mais en même temps, un cargo énorme qui traverse devant vous. C'est vraiment deux mondes, deux cultures complètement différents. Et cette voie d'eau, toute courte, en fait, elle n'est pas vraiment très longue, quand on sait que le bateau qui traverse devant vous, il quitte le canal pour aller jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis, en France, à Londres, à Rotterdam, et peut-être le Japon, s'il va dans l'autre sens. C'est vraiment une révolution dans le domaine du transport. Les recettes du canal constituent pour l'Égypte la première entrée de ressources en devises, d'abord, et après, grâce au canal de Suez, il y a deux provinces qui sont nées dans le désert. C'est la couleur verte partout, grâce à l'eau du canal de Suez.
Aujourd'hui encore, si vous voulez continuer là-dessus, c'est un grand lien entre le monde ancien et le monde nouveau, mais un très grand lien d'amitié entre l'Égypte et la France. Eh bien voilà, je pense que c'est une belle manière de terminer cette émission. Merci Ahmed Youssef de nous avoir donné tous ces petits détails qui ont son importance concernant donc cette fameuse construction du canal de Suez, une ouverture entre l'Orient et l'Occident. Merci d'être venu nous voir et puis à très vite pour une nouvelle émission concernant Cocteau l'Égyptien, je crois. Merci, oui. Merci. Au revoir.